Bonjour et bienvenue à tous les participants et les participants au 50e webinaire du Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. C'est un forum du Centre international pour les journalistes CFJ basé à Washington, lancé en partenariat avec le réseau international des journalistes IGNET. Nous l'avons lancé en 5 langues. Le forum existe donc en anglais, en français, en espagnol, en portugais et en arabe. Et nous avons plus de 10 000 journalistes dans nos forums. Nos forums visent à aider les journalistes du monde entier, à leur fournir des ressources, de l'aide, les opportunités et tout ce dont ils ont besoin pour mieux travailler en cette période de crise sanitaire. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Kossi Balao, le directeur de ce forum. Nos forums sont ouverts à tous les journalistes du monde entier, aux professionnels de la santé et aussi au personnel des organisations qui œuvrent pour la défense et la protection des journalistes. Alors, si vous êtes professionnel de la santé ou journaliste, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe privé sur Facebook. Chaque semaine, nous organisons des ateliers en ligne, des formations gratuites et des webinaires avec des experts de renommée mondiale. Et aujourd'hui, le thème de notre rencontre est l'Afrique risque-t-elle une troisième vague de pandémie du Covid-19? Selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de cas de contamination continue d'augmenter en Afrique avec une troisième vague en pleine accélération. À quoi est liée cette hausse? Comment s'explique-t-elle? Quelles mesures de santé publique seraient efficaces pour permettre au continent de freiner la contamination? Le scénario d'une troisième vague est-il évitable pour le continent africain? Eh bien, nous en discuterons aujourd'hui avec un invité exceptionnel, le docteur Jean-Marc, le professeur à la faculté de santé publique à l'Institut de recherche santé et sociale de l'Université catholique de Louvain. Bonjour, docteur Marc. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, docteur. De rien, enchanté en tout cas, très heureux. Le docteur Marc enseigne l'organisation des soins de santé, la coordination des soins et les approches systémiques en santé publique et il est impliqué dans plusieurs projets de recherche en appui aux politiques de soins de santé en Belgique au niveau fédéral et régional. Et lorsque nous avions programmé ce webinaire, parmi les commentaires qui nous sont parvenus, certains affirment que l'Afrique n'a connu ni une première vague de pandémie, ni une deuxième vague et sûrement pas de troisième vague. Il y a une confusion autour de la définition même d'une vague épidémique. Monsieur Dr Marc, vous êtes professeur en santé publique. Dites-nous, c'est quoi une vague épidémique et à quel moment parle-t-on de première, de deuxième et de troisième vague? Okay. Donc, en fait, cette question, c'est plus en lien avec quand va-t-on déclarer une épidémie par rapport à ne pas déclarer une épidémie. Alors, on a l'habitude de parler de seuil épidémique. Le seuil épidémique, c'est quand le nombre de cas est plus important que la normale. Alors, dans le cadre du Covid, au départ, il était supposé avoir aucune infection au virus qui provoque la maladie de la Covid. Et donc, on pourrait parler d'épidémie à partir du moment où vous avez un nombre de cas qui commence à devenir de plus en plus élevé. Alors, quand va-t-on parler de vague? C'est quand on va voir que le nombre de cas va augmenter de manière exponentielle. Donc, ce n'est pas un nombre de cas, c'est pas des cas qui restent avec un nombre qui reste plus ou moins le même chaque jour, mais tout d'un coup, on voit le nombre de cas qui augmente très, 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 très fort. Alors, je peux déjà vous rajouter quelque chose aussi, c'est que pour diagnostiquer une vague épidémique, il faut pouvoir diagnostiquer des cas, dans ce cas-ci, de la Covid-19. Mais quand on est face à une nouvelle maladie, parfois on n'arrive pas à diagnostiquer cette nouvelle maladie. Et donc, la Covid-19, comme tout le monde le sait, ça donne des symptômes qui peuvent être, en fait, si je me mets dans le contexte africain, probablement similaires à une malaria ou plutôt à une infection respiratoire très sévère parfois, donc qui peut en fait se confondre en termes de symptômes avec d'autres maladies. Et donc, elle peut être masquée en fait. Donc, on peut croire qu'il n'y a pas de cas alors qu'il y en a. Donc, c'est ça la grande difficulté, je crois, dans le contexte africain, c'est de savoir est-ce qu'il y a réellement ou il n'y a pas réellement de cas de Covid-19, sachant qu'on n'a probablement pas la stratégie, les moyens
pour pouvoir diagnostiquer de manière suffisamment importante les cas de Covid-19. Alors peut-être je vais continuer aussi, vu que vous me laissez encore la parole, parce que du coup… Non, je voudrais vous demander la question, est-ce que toutes les pandémies arrivent-elles par vague? Alors, est-ce que toutes les pandémies… Donc, une épidémie, c'est ce qu'on appelle une épidémie, c'est un nombre anormal de cas pendant un temps, une période de temps limitée. Une pandémie, c'est une épidémie à l'échelle mondiale. Et donc, si on parle d'épidémie, on va automatiquement avoir une vague. Alors, vous pouvez avoir, ça dépend du type d'épidémie, une épidémie qui se transmet de personne à personne. D'habitude, on aura, sauf si on agit, on aura toujours plusieurs vagues. Donc, c'est quelque chose de logique d'avoir plusieurs vagues quand on a une épidémie qui se transmet d'homme à homme, pour autant qu'on ne fasse rien du tout. Si on fait quelque chose, évidemment, alors à ce moment-là, on peut éviter le plus grand nombre de vagues. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la menace d'une troisième vague de COVID-19 pèse sur l'Afrique. Est-ce qu'il faut prendre cette alerte très, très au sérieux? Alors, une chose qui est importante, c'est que l'Afrique, ce n'est pas quelque chose d'unique. Il n'y a pas une Afrique. Il y a différents contextes africains. Et certainement, par rapport à la Covid, il y a quelque chose qui est très important, c'est que on ne peut pas parler d'Afrique, de la même Afrique, quand on parle, je ne sais pas, moi je pense au Niger ou l'Afrique À du l'Afrique du Sud Sud. ou la RDC, parce que vous avez des climats qui sont très différents, vous avez des manières de vivre qui sont très différentes, numéro un. Numéro deux, il y a quand même aussi l'Afrique rurale et l'Afrique urbaine. Et donc, des réalités qui, je crois aussi, sont assez différentes. Alors, on sait, et ça, il y a une certitude, c'est qu'en Afrique australe, Afrique du Sud, mais il semble, certainement aussi en Namibie pour le moment, mais il semble aussi en Zambie, là, on voit réellement un nombre de cas qui augmente de manière exponentielle, de manière explosive. Donc, on a un problème, clairement, d'une nouvelle vague qui est en train de surgir en Afrique du Sud. La même chose semble, mais là on a moins de chiffres, semble survenir en Ouganda. On a parlé d'Ouganda récemment dans l'information. Et aussi en RDC, mais alors en RDC, très curieusement, on n'a pas vraiment de données. Donc là, je sais pas vraiment substancier d'où vient le fait qu'on dit qu'il y a une troisième vague qui commence. Néanmoins, j'ai des contacts avec certains Congolais et effectivement, les gens, notamment à Kinshasa, parce que de nouveau, il y a la RDC urbaine et la RDC rurale. À Kinshasa, les gens disent autour de chez nous, autour de moi, je connais des personnes qui ont la Covid. Qui est quand même aussi un signe que bon, il y a quelque chose qui se passe. Moi, pour le moment, je suis en Belgique. J'ai connu des gens qui avaient le Covid au moment des vagues. Maintenant, pour le moment, je n'entends plus personne me dire qu'il a la Covid. Okay. Donc, il y a certainement une troisième vague, mais ce n'est pas la même chose dans tous les pays d'Afrique. Certainement une troisième vague en Afrique australe, ça c'est sûr. Probablement en Afrique centrale dans une certaine mesure. Je crois qu'en Afrique maghrébienne, donc tout le Maghreb, là vous avez eu des cas et je crois que c'est plus ou moins en train de descendre. Là où les choses sont sont moins claires pour moi, c'est en Afrique de l'Ouest et certainement en Afrique sahélienne. Donc je prends le Niger, le Mali ou le Burkina par exemple. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Donc le problème, c'est qu'on ne sait pas. C'est pas dire qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas, le problème c'est qu'on ne sait pas. Et donc on est face à… Oui. Qu'est-ce qui rend ces parties d'Afrique-là vulnérables au coronavirus? Résistante au coronavirus? Ah, c'est une question excellente. En fait, celui qui va vous dire qui c'est un menteur. En fait, c'est une conjonction de toute une série de facteurs. À certains moments, certains ont dit qu'il y avait des facteurs climatiques. En Europe, c'est vrai qu'on voit, par exemple, qu'en été, l'année passée, on a eu beaucoup moins de cas et maintenant, on a beaucoup moins de cas nouveaux, aussi parce qu'on vaccine, évidemment. Ça va être quelque chose sur lequel on va venir, je suppose. Mais il y a certainement d'autres facteurs qui entrent en jeu aussi. Et là c'est très, très, très difficile. Et c'est pour ça, justement,
on est en fait obligé de gérer quelque chose qui est tout à fait incertain. Et donc la gestion de quelque chose qui est tout à fait incertain demande en fait une certaine manière de faire sur laquelle on va peut-être venir, évidemment. Parmi les facteurs qui entrent en jeu, l'OMS cite par exemple la propagation des variants qui sont de plus en plus contagieux et aussi le faible approvisionnement en vaccins. Est-ce que c'est un constat que vous partagez, docteur? Alors, les variants, ça c'est nouveau quelque chose qui est assez difficilement contrôlable. Et les choses, enfin c'est un virus, comme apparemment, je ne suis pas virologue, hein, mais on a tous entendu hein, que c'est un virus au même titre que d'autres virus qui en fait s'adaptent en fonction de la situation. Et donc, oui, il y a des variants qui peuvent arriver en Afrique, par exemple le variant dit Delta, hein, donc, qui est le variant qui viendrait d'Inde. C'est possible effectivement que ça provoque une nouvelle vague en Afrique. L'absence de vaccin, ça c'est certainement quelque chose qui est problématique. Hein. Donc, le vaccin, finalement, ça dépend quel vaccin, parce qu'il y a des vaccins qui sont plus faciles à administrer que d'autres. Je ne parle pas du tout des effets secondaires, parce que pour moi, les effets secondaires, ça reste quelque chose de vraiment totalement anecdotique, je dirais. Hein. Donc, on a fait beaucoup de bruit autour des effets secondaires, ça reste totalement anecdotique. Il y a vraiment très, très peu d'effets secondaires de ces vaccins. Quand je parle d'effets secondaires sévères, bien sûr, hein, pas des petits effets secondaires qui vont donner un tout petit syndrome grippal. Mais donc, les vaccins, effectivement, il faudrait que toutes les personnes en Afrique puissent se faire vacciner parce que pour autant qu'on prenne des vaccins qui soient administrables, c'est-à-dire des vaccins qui puissent se transporter facilement, qui ne nécessitent pas une chaîne du froid, hein, donc qui ne nécessitent pas de rester à des températures trop basses. Pour autant qu'on ait ces choses-là, ben finalement, ce n'est pas quelque chose qui va faire souffrir très fort les gens. C'est quelque chose qui coûte de l'argent, mais c'est quelque chose qui, logiquement, devrait être financé par les pays riches, parce que les pays riches ont tout intérêt à ce que, y inclus, l'Afrique soit vaccinée. Et donc, ce serait pas par charité, mais même pour eux-mêmes, les pays riches ont tout avantage à ce que les Africains se fassent vacciner. Donc, le vaccin, c'est une bonne chose. Et donc, il faudrait aller effectivement vers tous les Africains, pour autant que ce soit possible, puissent pouvoir se faire vacciner et se fassent vacciner, parce qu'effectivement, ça va permettre de ne plus parler de ce Covid et de tous les effets secondaires enfin, qu'ils ont entraîné, le confinement, le ne plus pouvoir voyager, tout ce type de choses-là. Donc oui, certainement l'absence de vaccin, l'insuffisance de vaccins. Je regardais les chiffres, hein, pour le moment, l'Afrique, globalement, a quelque chose comme 2-3% de la population qui est vaccinée. Alors, je ne sais pas si c'est une première dose, si c'est vacciné totalement, mais si on compare en Belgique, par exemple, aujourd'hui, disait 70% de la population a au moins une première dose et 30 à 40% de la population a déjà 2 doses. Donc, vous voyez la différence, c'est pas juste, quoi, c'est pas logique. Dans de nombreux pays africains, on constate aussi de plus en plus d'assouplissement des mesures barrières. Beaucoup ne respectent plus ces mesures. Cette question de distanciation physique n'est plus à respecter comme ça l'était au début de la pandémie. La pandémie ne fait presque plus peur à certains. Et est-ce que cela n'est-il pas aussi l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes risqueraient de contracter la COVID-19? En fait, je dois vous avouer que je n'ai pas vraiment. Enfin, oui, je sais que lors de la première vague européenne, en tout cas, en Afrique, des mesures de confinement ont été, je crois, relativement bien respectées, parce que j'avais des contacts avec des collègues. Mais par la suite, je ne suis pas sûr. Alors, ça dépend de nouveau de quelle Afrique on parle, de où on en parle. Mais c'est vrai qu'en ville, je suspecte que respecter les gestes barrières a souvent été difficile, de par le fait que les gens vivent très, très, très proches les uns des autres, de par le fait que dans la rue, ben oui, on ne peut pas éviter qu'il y ait beaucoup de monde qui circule, etc., etc. Et donc, je ne suis pas sûr que sur le long terme, le respect des gestes barrières soit quelque chose qu'on va pouvoir
tout le temps continuer à respecter. C'est pour ça que la solution reste pour moi le vaccin. Les Donc, vaccins. parce qu'à terme, ça devient impossible. Vous ne pouvez pas confiner les gens pendant des périodes infinies. Les gestes barrières, vous pouvez mettre un masque, oui, ça c'est sûr, mais vous ne pouvez pas demander aux gens de ne plus aller voir leur maman ou leur papa pendant longtemps. C'est pas humain, c'est pas acceptable, des choses pareilles. Il y a ce moment où il faut qu'on arrête, où il faut que ça cesse. Et c'est pour ça, le vaccin, la solution. Même si je ne suis pas du tout payé par les firmes pharmaceutiques, hein. Je suis très anti-firmes pharmaceutiques, mais je crois beaucoup en la solution du vaccin pour le moment. Je vous posais cette question en début de cette session, la question de savoir si un scénario à l'indienne est-il envisageable, possible. Et le scénario, pardon? Je vous posais cette question en début de notre discussion, si un scénario à l'indienne est-il possible? Ah, mais écoutez, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde, l'Inde, c'est un peu comme l'Afrique en fait, hein. J'allais dire, il y a plusieurs Indes en fait. Je crois que je n'ai pas analysé en profondeur ce qui s'est passé en Inde, mais à un certain moment, avec les chiffres qu'on avait de l'Inde, en fait, le nombre de cas par habitant pour l'ensemble de l'Inde était moindre que ce qu'il y avait par exemple en Belgique, quand on disait que c'était la très grande crise en Inde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'en fait, c'est dans certaines régions de l'Inde qu'il y a probablement des très gros problèmes. Et probablement, je suspecte que ça devait être dans les grandes villes qu'il y a eu beaucoup de difficultés. La même chose risque de survenir en Afrique, je crois aussi. Moi, je crois que si on n'essaye pas d'avancer dans la vaccination, les zones urbaines risquent d'être beaucoup plus affectées que les zones rurales, avec beaucoup plus de risques d'un important nombre de cas et aussi lié à ça, bien sûr, une morbidité, donc des personnes qui doivent aller à l'hôpital, avec peut-être une mortalité qui pourrait être peut-être importante, parce que le problème n'est pas d'avoir la maladie Covid, le problème est d'avoir une maladie grave liée à la Covid, bien sûr. Et donc, c'est ça en fait le risque et les dangers. Et donc, en Inde, le problème, c'est qu'à ce moment, apparemment, dans certaines parties de l'Inde, il n'avait plus assez d'oxygène, par exemple. Ce qui pose évidemment de gros, gros problèmes. On ne peut pas laisser mourir quelqu'un juste d'asphyxie sans qu'il puisse bénéficier d'oxygène. Lorsque vous évoquez l'oxygène, ça relance le débat sur le système de santé, les systèmes de santé en Afrique. Est-ce que doit faire peut-être des pays africains à risque pour pouvoir freiner cette confirmation en termes de système de santé? En fait, ça c'est plus sur du long terme. Moi, ma grosse crainte et la crainte de certains de mes collègues, c'est qu'en fait, la Covid et la pandémie Covid agissent comme une sorte de brouillard qui masque les vrais problèmes en termes d'organisation et en termes d'accès aux soins de santé en Afrique. Je ne sais pas si vous le savez, mais je suppose, donc aujourd'hui en Afrique, la priorité, c'est d'essayer d'augmenter l'accessibilité aux soins. Donc on parle de couverture universelle en santé. Je crois que c'est quelque chose dont on parle partout. Et donc, il ne faudrait pas que les actions qu'on fait pour pouvoir contrôler la pandémie Covid se fassent aux dépens de l'énergie qu'on met pour pouvoir améliorer l'offre en soins de santé. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Par contre aussi, par ailleurs aussi, si on a des systèmes de santé qui sont performants, et c'est ce qu'on a vu un peu en Belgique aussi, mais ça devient beaucoup plus facile de contrôler des pandémies, style pandémie Covid-19. Et donc, en fait, ça, c'est la grosse question pour l'Afrique, c'est ne mettons pas trop d'énergie dans la Covid avec le risque d'oublier tous les autres aspects de santé et d'oublier de renforcer les systèmes de santé. Je ne crois pas qu'on va mettre trop d'énergie si on se focalise bien sur la vaccination et si on insiste auprès des pays qui ont de l'argent sur le fait que le financement des vaccins ne doit pas être aux dépens du financement qui est apporté pour renforcer le développement des soins de santé et la couverture universelle en santé, notamment en Afrique. Au début de la pandémie, l'Afrique a fait preuve d'une étonnante résilience.
Et du coup, d'une façon brusque, on a vu des cas qui ont commencé par arriver. Comment expliquer ce brusque revirement de la situation? Je ne sais pas l'expliquer. Moi, j'ai discuté avec des collègues africains, c'est très, très curieux. On ne comprend pas pourquoi on n'a pas vu plus de cas au début, quand on a commencé à voir vraiment cette maladie qui s'est développée de manière explosive en Europe notamment et en Amérique du Nord. On se dit, mais pourquoi il n'y a pas la même chose en Afrique, alors qu'en fait, les Chinois, par exemple, enfin, il ne faut pas stigmatiser les Chinois, hein, c'est pas ça le but, mais les personnes venant de Chine, d'où vient l'épidémie, voyageaient certainement autant, si pas plus en Afrique qu'en Europe. Alors, il y a eu plein d'hypothèses. Hein, donc, est-ce que c'est parce que c'est une population plus jeune, et donc une population plus jeune qui aurait été infectée sans qu'on le sache, hein, donc les gens peuvent très bien avoir fait la maladie. Est-ce qu'en fait les gens ont fait la maladie sans qu'on le sache, même s'ils n'étaient pas plus jeunes? Ou est-ce qu'il y a des facteurs, mais ça, je crois que ça reste vraiment la grande hypothèse. À ce moment, on a parlé de facteurs génétiques aussi, du côté africain qui était plus protégé contre. Ce dernier facteur, on a vu que ça ne se confirme pas, vu que maintenant, on commence à voir beaucoup plus de cas qui commencent à se développer. Certainement en Afrique du Sud, et de nouveau en Afrique du Sud, je ne crois pas que c'est uniquement la population de couleur blanche, les Africains blancs qui sont infectés, je crois que c'est toute la population d'Afrique du Sud qui est affectée. On voit la même chose en Ouganda. Je me souviens aussi, et ça vous l'avez certainement entendu parler, que je pense maintenant à la Tanzanie, hein, où le président tanzanien, pendant tout un temps, a nié le fait qu'il y avait une épidémie en Tanzanie et qui malheureusement lui-même est mort de la Covid. Donc c'est l'hypothèse génétique de dire qu'il y aurait un facteur protecteur chez les Africains, ça c'est peu probable. Donc je ne sais pas expliquer moi pourquoi les choses commencent tout d'un coup à surgir ou pas. Par contre, je sais, et je répète encore une fois, que je crois que la seule solution aujourd'hui qui a du sens, c'est le vaccin. Et donc une fois qu'on a ça, on est débarrassé, on espère qu'on est débarrassé de l'histoire. Nous rappelons aux participants qui nous suivent, aux confrères et consorts qui nous suivent dans le forum sur Facebook, que vous pouvez poser vos questions aux panélistes dans les commentaires sous la vidéo. Et à ceux et celles aussi qui nous suivent en direct sur Zoom, vous pouvez mettre votre question dans la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran. Docteur Marc, quelle leçon doit tirer le monde de la santé? Ah, ça semble une question très, très... Quelle leçon doit tirer le monde de la santé? Moi, je crois que une des leçons très importantes, c'est que dans le domaine de la santé et des soins de santé, il faudra apprendre à pouvoir s'adapter. Hein, donc, on a encore trop voulu, même dans le cadre de la pandémie, à vouloir prévoir les choses. Je crois que le message que j'essaie de vous faire passer aujourd'hui, c'est qu'en fait, dans le cadre de cette pandémie-ci, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas prévoir. On ne pouvait même pas parfois prévoir l'effet de certaines actions qu'on allait mettre en œuvre. Je crois que maintenant, la seule chose qu'on peut prévoir plus ou moins, mais ce n'est pas encore totalement sûr, c'est que le vaccin, on sait que tous les vaccins aujourd'hui sont quasi efficaces de manière, je ne vais pas dire à 100%, mais de manière importante pour prévenir les formes graves de cette maladie. Ça, c'est quelque chose qu'on sait prévoir pour le moment. Ça pourrait changer, peut-être avec certains variants, on espère que non. Mais pour tout le reste, il y avait plein de choses qu'on ne pouvait pas prévoir. Et donc, si on doit apprendre quelque chose dans le futur, que les services de santé puissent beaucoup mieux s'adapter en fonction de choses qui ne sont pas prévisibles. Et deuxième chose, ben, une chose qui est très importante, il ne suffit pas d'un vaccin pour contrôler les pandémies, il faut des systèmes de santé qui soient performants aussi. Parce que, de nouveau, en Afrique, dans certains contextes, vous pouvez avoir le vaccin qui est disponible, mais encore faut-il qu'il soit amené à la personne qui doit pouvoir en bénéficier. Vous avez certaines zones d'Afrique subsaharienne où en fait les gens n'ont pas accès aux soins de santé et doivent marcher des heures avant d'avoir accès à un soin de santé, donc du coup, ils ne pourraient même pas se faire vacciner. Donc, renforcement des soins de santé et des soins de santé de base, hein, et apprendre à s'adapter. Ça, c'est quelque chose de très important. Comment renforcer les systèmes de santé? Est-ce qu'il faut augmenter le budget alloué aux soins de santé, encourager la recherche nord-sud? Comment ça se fait, docteur?
Mais la solution, enfin une des solutions, et qui est en fait une des solutions qu'on commence tout doucement à développer aussi en Belgique, en Europe, c'est travailler sur ce qu'on appelle la gouvernance, mais la gouvernance qui est proche des soins de santé. Donc ça fait des années, des dizaines d'années maintenant qu'en Afrique, on a ce qu'on appelle les districts sanitaires, hein. Et donc les districts sanitaires n'ont pas toujours été très fonctionnels en fait. Et donc je crois que si on veut vraiment renforcer les choses, il faut avoir une gouvernance, c'est-à-dire une capacité de prise de décision qui soit suffisamment décentralisée, proche de là où sont les services de santé. Donc en d'autres termes, avoir une équipe cadre de district sanitaire, mais qui soit avec des gens qui soient très compétents et qui soient très capables de prendre des décisions et pas seulement d'appliquer des décisions qui viennent du ministère central. Ça, c'est une des solutions. Une deuxième solution, effectivement, il faut un financement plus important, ça c'est sûr. On ne peut pas accepter d'avoir des soins de santé où les gens ne peuvent pas accéder parce qu'ils n'ont pas l'argent pour pouvoir y accéder. Et donc, il y a encore beaucoup de pays, je crois, en Afrique, où il faut trouver une solution telle que les professionnels de santé ne soient pas obligés de demander de l'argent aux patients pour pouvoir soit eux-mêmes survivre, soit pire que ça parfois, mais bon, pour moi, pour pouvoir survivre. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. Et donc, du coup, si on parle de couverture universelle, il faut de l'argent, il faut une bonne gouvernance et il faut bien sûr travailler de manière continue à améliorer la qualité des services qui sont offerts, bien sûr. Et donc, cette gouvernance très proche des services de santé, moi, je crois encore beaucoup dans la logique district sanitaire, même si elle a été fortement décriée et qu'on a fortement critiquée. District sanitaire dans le sens où on a des personnes qui soient capables de prendre des décisions pour décider des choses sur la manière de travailler entre les centres de santé, l'hôpital, certains programmes qui viendraient éventuellement. Dites-nous, docteur, est-ce qu'il y a quelque chose que l'Afrique peut apprendre ou que certains pays africains peuvent apprendre de l'expérience de la Belgique dans le traitement de cette pandémie? Dans le traitement de la Covid? De la crise sanitaire. De la crise, ah oui. Apprendre la Belgique n'est pas nécessairement un exemple pour beaucoup de choses parce que la Belgique est un pays, pour ceux qui le connaissent, où justement on a des problèmes de gouvernance, hein. Donc on a 8 ou 9 ministres de la Santé avec pas de commande unique. On n'a pas justement cette décentralisation dans la gouvernance des soins de santé. Je crois qu'une chose qui est par contre bien en Belgique, qui est une force de la Belgique et qui je crois peut être utile, c'est notre capacité à négocier et d'arriver à un accord entre nous. Ça, c'est quelque chose qu'on a depuis de nombreuses années. Donc, malgré nos désaccords, on réussit toujours, même, et dans cette situation de crise, c'était le cas, à prendre des positions suffisamment fortes pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, la chose bien en Belgique, c'est on n'est pas d'accord, mais on réussit toujours à se mettre d'accord quand même à la fin. Pour le reste, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la Belgique? Je crois pas. Je crois que la Belgique peut apprendre. Il n'y a pas tant de choses de ça qu'à apprendre de la Belgique. Ah, bien sûr. Nous n'avons pas reçu de questions des participants qui nous suivent. Nous allons continuer et terminer bientôt. Ce webinaire est prévu, comme je vous le disais au début, pour une trentaine de minutes. Et la question que je voudrais vous poser, est-ce que les Africains doivent aller dans le sens de recherche de soutien à l'international pour pouvoir faire face à cette pandémie? Sur le court terme, je suppose que oui. Sur le long terme, alors il y a quelque chose de plus politique, hein, mais qui est connu depuis beaucoup d'années. C'est en fait, il faudra trouver un moyen de sortir de la logique de marché, de la logique mercantile dans laquelle on est avec les médicaments et dans ce cas-ci avec les vaccins.
C'est quelque chose de totalement inacceptable que un vaccin ne soit pas accessible pour des raisons financières. Et donc, pourquoi il n'est pas accessible pour des raisons financières? C'est parce que certaines firmes pharmaceutiques ne veulent pas soit partager leurs brevets, soit partager leur know-how, donc leur connaissance pour pouvoir fabriquer des vaccins. Dans un cas comme celui-ci, moi je trouve inacceptable que des gens fassent du bénéfice pour des produits tels que les vaccins qui normalement devraient permettre de, oui, de résoudre quelque chose au niveau mondial. Donc pour l'Afrique, dans le futur, il faudrait que l'Afrique ait accès à la possibilité de produire par elle-même des vaccins. Ça risque d'être le cas, j'ai lu récemment que l'Afrique du Sud allait faire ça. Donc on risque d'avoir un hub qu'on appelle ça, enfin un endroit où on puisse vacciner des vaccins à ARN, donc les vaccins BioNTech, Pfizer, Moderna, donc ces vaccins ARN, qu'on puisse les faire en Afrique du Sud. J'ai entendu aussi que le Rwanda voulait lancer les productions de vaccins potentiellement. Et donc ça, c'est des solutions, effectivement, c'est que les pays africains commencent, et enfin, ça existe déjà dans une certaine mesure, mais s'engagent dans la production elle-même de médicaments, de vaccins de qualité, évidemment, parce qu'il y a aussi tout le contrôle de la qualité qui compte aussi. Nous avons une question qui nous vient d'un participant. Quels sont les enjeux de cette crise sanitaire sur le plan géostratégique? Je ne suis pas un géostratège, et on en Ouais, ça discutait c'est une juste avec les question. collègues juste avant le début de ce webinaire. Pour moi, un des dangers serait que les pays riches se ferment aux citoyens qui viennent de pays qui n'ont pas pu bénéficier d'un vaccin ou par crainte juste que les personnes qui viennent de ces pays-là viennent avec des variants dont on aurait peur. Et donc le danger serait notamment que les professionnels, que les experts africains ne puissent plus voyager dans le monde parce qu'ils n'ont pas pu avoir accès notamment au vaccin. Ça, je trouve, d'un point de vue géostratégique, c'est cette fermeture sur soi des pays. En fait, on a dit que la pandémie était un symptôme de la mondialisation anarchique. Et donc, la logique à l'opposé pourrait être de dire, ben, chacun va se renfermer sur soi et va faire ses choses sur soi-même. Il faut absolument éviter ça, évidemment. Mondialisation anarchique juste pour faire du bénéfice avec des entreprises européennes, américaines qui vont là où les gens gagnent beaucoup moins d'argent, là où les gens n'ont pas de protection sociale. Ça, c'est inacceptable, bien sûr. Mais mondialisation qui permette aux collègues, notamment africains, d'avoir le même accès aux autres pays que les collègues européens, nord-américains, australiens, ça, c'est important et ça, c'est un des enjeux majeurs. Et je crois que ça, c'est un des risques dont on ne parle pas suffisamment. L'autre enjeu, c'est quand même aussi, mais ça, on n'a pas encore vraiment d'idée de comment les choses vont évoluer, mais c'est de voir comment on va pouvoir gérer l'impact économique de cette crise. Et donc, ce n'est pas l'impact économique du Covid, mais c'est l'impact économique aussi de tout ce qu'on a fait autour pour pouvoir se protéger contre la Covid-19. Et ça, je n'ai pas encore vraiment l'idée. Je crains que même en Afrique aussi, il y ait des gros problèmes justement en termes de croissance économique. Mais ça, je parle moi, comme je ne suis pas expert dans ce domaine-là, mais c'est des choses qu'on entend aussi. Vous avez évoqué l'Afrique du Sud et en Afrique du Sud, le président a pris une mesure et celle de limiter le nombre de rassemblements publics. Est-ce que c'est une mesure qui est aussi efficace? Là, en Belgique, il y a des questions. En fait, rassemblement public où les gens sont très, très serrés les uns contre les autres, là, oui, je crois qu'il y a danger d'augmenter la transmission. Rassemblement en plein air,
Il y a eu beaucoup de questions sur est-ce que ça augmente vraiment le risque. Rassemblement à l'intérieur, c'est sûr. Hein, donc des rassemblements dans des salles, ça c'est sûr que c'est pas bon. Ça semble sûr que c'est pas bon. Rassemblement en dehors, là c'est plus questionnable. Mais je crois que de toute façon, dans son cas et dans le cas de l'Afrique du Sud, je crois qu'il doit prendre ce type de décision parce que des rassemblements, des grands rassemblements, c'est quelque chose qui va ne pas les faire, c'est pas quelque chose qui va faire souffrir les gens inutilement. En fait, il faut toujours penser, si je fais quelque chose, quel est le bénéfice potentiel que ça peut avoir pour pouvoir contrôler l'épidémie? Peut-être, je ne sais pas tout à fait. Et quel est le coût que ça va avoir par rapport à la population? Et donc, je ne vois pas euh, le coût d'un point de vue sociétal d'interdire des rassemblements pendant un certain temps. Nous avons une autre question. Est-on concrètement arrivé à définir les prédispositions pour lesquelles l'Afrique montre jusqu'à présent une certaine résilience à la crise, surtout sur le plan sanitaire? On a déjà un peu parlé avant. Moi, je Oui, ne on en connais a pas ces abordé. raisons-là. Donc, il y a eu des hypothèses, population plus Ah, jeune, population qui résiste mieux, population qui a été malade, mais la maladie n'a pas été diagnostiquée. C'est pas clair. Et par ailleurs, donc on l'a déjà dit, il semble aujourd'hui, et ça, enfin les médias en tout cas le rapportent beaucoup, mais même quand on regarde les chiffres, on commence à voir un nombre de cas qui commence à augmenter assez fortement, certainement en Afrique australe. Hein. Afrique australe et même ça remonte presque jusqu'à l'Afrique centrale pour le moment. nous sommes presque à la fin de cette séance, de cette session. Docteur, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter? Non, je vous remercie d'avoir organisé ce webinaire. Je trouve que c'est une très bonne initiative. J'espère que vous avez bien compris que je ne suis pas un virologue, je ne suis Ouais. pas un expert spécialiste de la COVID-19. J'essaie toujours de prendre une perspective que j'appelle en hélicoptère, de voir les choses un peu de haut. Je crois que ce qui est très important, et on a discuté juste un tout petit peu aussi avant le début de ce webinaire, c'est de ne pas d'être suffisamment critique par rapport aux informations qui circulent. Donc de garder un regard toujours critique. Et aujourd'hui, l'ère du web, l'ère des réseaux sociaux, ont fait circuler finalement plein d'informations qui s'avèrent être fausses en fait. Et donc faire la part des choses, c'est pas si facile que ça. Et une chose importante, je reste convaincu, et les données scientifiques sont là pour le dire, par rapport à ce qui circule, les données sont là pour le dire, le vaccin est quelque chose qui vaut la peine pour le moment. Si on veut lutter contre la COVID-19, pour moi, à mon sens, le vaccin, c'est l'action la plus efficace que l'on connaisse. Et donc, il ne faut pas avoir peur de se faire vacciner. Il ne faut pas avoir peur de se vacciner. C'est le dernier mot du docteur Jean-Marc au cours de ce webinaire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Merci surtout aussi pour votre disponibilité, le fait que vous ayez accordé de votre temps avec nous pour partager des connaissances qui sont utiles et bénéfiques pour les journalistes francophones du monde entier, les journalistes de notre forum qui nous suivent. Merci encore et je vous donne rendez-vous le jeudi prochain où nous parlerons du journalisme, si il est une aventure solitaire ou collective. Je rappelle aux participants que nous avons lancé un court formulaire, un petit sondage pour savoir si ce webinaire a été riche pour vous, quels sont vos avis, vos remarques, vos suggestions, vos recommandations afin que nous puissions améliorer les prochaines offres. Il vous prendra seulement quelques secondes pour le remplir. Nous vous prions de bien vouloir remplir ce formulaire et nous laisser vos commentaires. Pour ma part, je vous donne rendez-vous, comme je viens de le dire, jeudi prochain. Merci encore. Bon après-midi, bonne journée et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.